quelques mots sur François Delivray. François, tu es, je rappelle, le cofondateur de l'Académie du coaching, hein, avec d'ailleurs François Souven qui a fait une conférence il y a quelques semaines et qui est membre titulaire de la SF Coach. Tu as écrit de nombreux livres, hein, je ne vais pas faire la liste, mais le plus célèbre est certainement Le métier de coach, que j'ai eu le plaisir de lire il y a presque 20 ans maintenant. Et en plus, c'est le premier livre que j'ai lu sur le coaching, pour tout vous dire. Tu as aussi un goût pour l'art, comme certains coachs, et tu dis souvent que tu trouves ta joie dans la sculpture, dans l'art du conte et dans la transmission de tout ce que tu as pu apprendre, travailler, étudier. Donc, merci François d'être avec nous ce soir autour de ce temps du lien, et je te passe la parole. Merci beaucoup. Je suis très sensible au fait que tu prononces mon nom de façon correcte. Donc, les gens disent François Delivray, non, c'est François Delivray, et je suis très sensible. Je te remercie beaucoup. Donc, un sujet pour ce soir qui n'a pas été très facile pour moi. J'ai essayé de trouver l'angle entre le temps de notre époque, le temps, le lien. Et il m'est apparu que le point focal, c'était la question de l'incertitude. Je vais donc centrer mon propos sur cette question de l'incertitude. J'ai été très frappé il y a quelques semaines. J'ai fait un post sur LinkedIn. Je me suis mis à LinkedIn avec l'aide de… Parce qu'il fait froid. D'accord, très bien. Ah, ça va? Oui, j'ai Oui, entendu quelqu'un. c'est bon. Est-ce que C'est tout bon. le monde a bien coupé son micro? Oui, merci Bernard. Merci. Voilà, et donc, et c'était un truc tout simple, hein. Je disais, bon, tu as peur, qu'est-ce qu'on va devenir, comment ça va finir tout ça, quand est-ce qu'on va retrouver l'insouciance, etc. Et j'ai été frappé de l'écho que ces mots tout simples avaient chez les gens, même sur LinkedIn, qui est plutôt a priori un réseau professionnel. Alors, je vais décliner notre propos en 4 temps. D'abord, ce que j'ai appelé l'incertitude retrouvée. Ensuite, une interprétation de ce temps que nous vivons actuellement. Dans un troisième temps, je parlais du temps et de ce que j'appelle l'urgence tranquille. Et dans un quatrième temps, du lien et de la solitude. Donc, à la fin de chaque… Oui, oui, c'est Jérôme qui parle là. Vas-y, Jérôme. Non, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore coupé leur micro, s'il vous plaît, parce que ça fait des parasites. Voilà, je vois quelques micros qui sont toujours… voilà, merci. Merci. Et donc, deux choses. Tout d'abord, je n'ai pas centré mon propos spécialement sur le coaching. J'ai fait une réflexion assez générale et je compte sur vous pour, dans les questions que vous poserez, les réflexions que vous aurez avec Converser, pour qu'éventuellement vous abordiez ce sujet de façon plus professionnelle. Et Bernard, tu as la gentillesse tu feras des synthèses à la fin de chaque topo et puis il y aura quelques minutes à ce moment-là pour converser. Et puis, aussi vous avouer un peu mon appréhension, c'est qu'en parlant d'une façon générale comme ça, que mon appréhension, c'est de marcher sur des sentiers battus, d'être trop général. On va voir, ma foi, vous en serez juge. Alors, c'est une conférence, bien sûr, donc le conférencier est supposé parler, mais en même temps, le thème est celui du temps et du lien, et je trouve que ça serait dommage qu'il n'y ait pas un moment de lien au début. D'où cette petite question que que Jérôme vous avait transmise et sur laquelle je vais vous demander de partager un petit groupe de 3. J'avais mis qu'est-ce qui m'a surtout servi, qu'est-ce qui vous a surtout servi depuis 14 mois pour faire face à ce temps si particulier marqué par l'épidémie. Quelles sont vos ressources? Alors, volontairement, je n'ai pas parlé professionnel ou personnel, donc vous direz ce que vous voudrez. Donc, je vous propose de vous retrouver par 3 pendant 7 minutes pour échanger sur ce thème, et puis j'aborderai mon topo proprement dit. Notre monde est donc fatigué. En même temps, il y a eu quelque chose qui a
permis d'échapper à l'angoisse dont je parlerai tout à l'heure, qui est l'apparition des vaccins en un temps record. Donc à partir du moment où les gens ont un horizon, ils ont un espoir, c'est vrai que c'est plus facile. Mais c'est vrai que les gens se disent tout de même, il y a les variants qui vont apparaître, est-ce que ça va tout de même durer encore cette histoire? Bon, on a l'impression que c'est quelques semaines ou quelques mois, mais finalement, ça va peut-être durer des années. Et moi, ce qui m'apparaît, c'est tout de même assez, pour moi, assez stupéfiant, c'est que ce spectre de la menace épidémique du Covid, et finalement, cette catastrophe est finalement relativement faible ou de faible ampleur par rapport à d'autres catastrophes qui nous pendent qui sont là au-dessus de notre tête comme des épées de Damoclès et qui pourraient être autrement plus graves. Je pense à quelque chose qu'on a depuis 50 ans, c'est qu'on se balade avec des bombes nucléaires un peu partout dans le monde. C'est très possible qu'il y en ait une qui parte un jour comme ça par accident technologique. C'est très possible qu'il y ait un dictateur fou qui fasse ça. C'est très possible qu'il y ait un krach financier important. En ce moment, il y a la bulle spéculative qui gonfle. Donc, nous avons des menaces, mais on est concentré sur la menace du Covid, alors que les autres menaces restent toujours présentes. Il y a autre chose qui m'a frappé aussi au niveau de ce constat résumé, c'est un chiffre que j'ai calculé tout de suite, qui est le chiffre de 1674. Qu'est-ce que c'est que 1674 ? C'est le nombre de décès en moyenne par an en France depuis 10 ans par jour. Donc, par jour, en moyenne en France, il y a 1674 personnes qui meurent. C'est à peu près la même chose toutes les années. Là-dessus, suivant les mois, suivant les périodes, il y a grosso modo 300 morts du Covid. C'est 300 morts de trop, d'accord, mais c'est tout de même 300 morts sur 1600 en moyenne. Et moi, ça m'incite à relativiser les choses. Alors, il y a des pays où c'est différent. Je vois l'Inde en ce moment. Bon, c'est différent. Bon, c'est beaucoup plus grave. Donc, c'est vrai que c'est possible que ça s'aggrave. C'est possible qu'il y ait une flambée et que ça soit plus que ça. Malgré tout, je Ok. relativise. Bonne soirée. Qui c'est qui parle Non, pas là? encore. Qui c'est qui parle? Bon, vous pouvez fermer vos Ouais, micros, s'il vous plaît. exactement. Je Oui, t'en parle il y a la semaine quelqu'un prochaine. qui parle et qui parle Bonne d'autre soirée, chose. Patrick. C'est Corinne Brunet qui parle. Corinne Brunet est démasquée, il faut qu'elle coupe son micro. Merci, Laurent. Ah, salut Laurent, je te vois. Alors, il me semble que tout de même, notre époque, elle a la mémoire singulièrement courte. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, dans le courant du XXe siècle, mais surtout avant, il y a eu aussi des grandes, non pas des catastrophes, mais il y a eu des grands événements qui relevaient de l'imprévisibilité. Alors, l'un des plus récents, c'est bien sûr le 11 septembre. Personne s'y attendait avec cette ampleur et de cette façon. Mais auparavant, il y a eu, au Moyen Âge et après, il y a eu les maladies, la mortalité et les épidémies. Il ne faut pas oublier que la peste noire de 1350 en France, elle a décimé les 2 tiers de la population. Nous, on n'a pas eu nos 2 tiers, 100 000 sur 50 millions. Bon, ça ne fait pas les 2 tiers de la population. Donc, il me semble que nous avons la mémoire courte. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous sommes tout de même dans une vision assez scientifique des choses où nous avons cru, à tort, mais nous avons cru que la science allait pouvoir tout prévoir, tout expliquer. Et la formule que j'ai trouvée là-dessus, je me suis dit, on est devenu des douillets de l'imprévisibilité. On voudrait tout maîtriser, tout contrôler, et on ne comprend pas qu'on ne maîtrise pas et qu'on soit impuissant face à certains phénomènes. Alors, je vais reprendre un phénomène, un événement qui s'est passé à Byzance en 1347. En 1347, il y a la peste qui est arrivée à Byzance. Et les gens ont eu ce fléau qui est apparu et avec des proportions
infiniment plus grande que ce que nous, on vit à notre petite échelle. Et surtout, ils ne comprenaient pas, parce qu'on ne connaissait pas le virus de la peste. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait qu'on meurt comme des mouches? On ne connaît pas cette maladie. À Byzance, il y avait 10 000 morts par jour. 10 000 morts par jour. Nous, on en a 300 pour toute la France. Et ça touchait tout le monde, les vieux, les jeunes, les riches, et ça frappait au hasard. Et il n'y avait pas de remède. Les remèdes qu'on avait, c'était des remèdes sans effet. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, à Byzance, il y a eu une crise non seulement médicale, une crise sanitaire, mais il y a eu également une crise morale extrêmement profonde. Et là, apparaissent deux éléments quand il y a une crise profonde comme ça. C'est une petite synthèse que je me suis fait. Il y a tout d'abord, on cherche à qui la faute. Donc, on va chercher un responsable. Et puis, deuxièmement, on se dit, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est-à-dire qu'il y a la recherche d'un salut. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Si je prends le cas de Byzance, il y a eu, je synthétise, mais il y a eu 4 réactions. Tous les Byzantins étaient des chrétiens, donc ils croyaient en Dieu pour la grande majorité. Donc, première réaction classique, c'est la peste est une punition de Dieu. Donc, les gens retrouvent ce qu'on appelle le système rétributif de l'Antiquité, c'est-à-dire que, bon, on est puni par Dieu parce qu'on a fait des conneries. Donc, Dieu nous envoie les maladies pour nous punir. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est les gens qui disent, bon, on ne sait pas pourquoi Dieu nous envoie ça, mais bon, c'est sa volonté, on n'a qu'à s'incliner. Donc, c'est une espèce de foi irrationnelle et il ne faut pas chercher à comprendre. Troisième réaction, c'est toujours une vision de Dieu. Les gens, c'est ça qui structure leur vision du monde. C'était Dieu à l'époque. Donc, troisième vision, les gens disent, mais finalement, Dieu est indifférent aux hommes. Donc, Dieu existe, mais il est indifférent aux hommes. On retombe aussi sur une conception antique. Et quatrièmement, il y a les gens qui commencent. Ah, François, tu as coupé ton micro. Non, tu as coupé ton micro sur ton ordinateur, je pense. Là, est-ce que ça marche? Ça marche à nouveau. Et il y a quelqu'un d'autre qui, oui, c'est parfait. Il y a quelqu'un d'autre qui mangeait quelque chose, qui tapait sur un plat. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas coupé son micro. Merci de le faire. Et moi, je le coupe aussi. À toi de nouveau, François. Merci beaucoup. Donc, les gens qui commencent à penser que bon Dieu n'existe pas. Alors, est-ce que, si je fais le parallèle avec l'époque actuelle, les gens se posent aussi la question du pourquoi, à cause de quoi? Bon, tout ça arrive et on voit apparaître des idées, des croyances, des choses comme ça. Pourquoi la faute? Pourquoi cette pandémie? Ça vient d'où? Est-ce que c'est la faute des Chinois? Est-ce que c'est la faute de la mondialisation? Et est-ce que c'est pour les chrétiens ou les croyants, bon, est-ce que c'est Dieu qui nous a envoyé cette pandémie? On retrouve les choses de Byzance. Et aussi beaucoup de gens qui pensent que en fait, c'est la nature personnalisée, bon, mais c'est la nature qui a envoyé cette épidémie parce qu'on était trop nombreux sur Terre et que la nature en a marre d'être martyrisée et elle se venge en inventant une petite bestiole qui fout la pagaille dans l'ensemble de l'humanité. Et donc, les gens cherchent une explication. À qui la faute? Ça, c'est la première chose. Et bien sûr, dans ce créneau, il y a des tas de gens qui s'engouffrent, des gourous, des gens qui donnent des explications. Donc, première réaction, c'est à qui la faute? Deuxième réaction, c'est mais quel est le sens de ce qui se passe actuellement? Et quel est le pourquoi en 2 mots? C'est-à-dire, ça va nous servir à quoi? C'est destiné à quoi cette épreuve? Et là, on va retrouver
les 4 grandes formes de salut qui existent actuellement, donc 4 grandes formes de salut. Première forme de salut, c'est que, en fait, il faudrait que, c'est Dieu qui, non pas, c'est pas Dieu qui envoie une épreuve, mais c'est Dieu qui nous indique une autre direction à prendre. Ça, c'est les croyants qui sont dans cette histoire. Il y a un deuxième type de salut qui me paraît prédominant à l'heure actuelle, qui est le salut par la science. Et donc, nous, dans la droite lignée des Lumières, nous espérons, nous attendons de la science des scientifiques qui trouvent une issue à cette malheureuse histoire. Et on n'a pas totalement tort, parce que quand on voit la rapidité et la façon dont les vaccins ont été produits et sont actuellement diffusés, c'est vrai qu'on se dit vive la science, vive les chercheurs, et ça nous permet ça nous donne ici donc des assurances. Donc là, le salut par la science est quelque chose qui est très très prégnant chez la plupart des gens. Il y a un troisième type de salut, beaucoup plus personnel, et qui nous est plus familier à nous, 128 participants qui participons actuellement à cette soirée de ce soir. C'est le salut par le temps présent. C'est-à-dire que nous partons de l'idée que la grande trouille du monde, c'est ce qui se passe dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, les incertitudes. Et donc, la réaction à ça, c'est de dire, mais ne pensons plus à l'avenir, vivons dans le temps présent. Et donc, les gens qui font du développement personnel sont très attirés par cette approche. Elle n'est pas, j'en reparlerai tout à l'heure, à mon avis, elle n'est pas universelle. Ça, c'est la troisième approche. Et puis, il y a une quatrième approche dans la lignée de Viktor Frankl qui est l'approche par le sens. C'est-à-dire que c'est destiné à quoi cette épreuve? Et là, j'avoue que je patauge, moi. Moi, je n'arrive pas à trouver de sens. Parce que je me dis, c'est les vaccins, tout ce qu'on fait là pour que l'épidémie s'arrête. Est-ce que c'est pour qu'on recommence comme avant? Mais je n'ai pas trouvé personnellement de sens. Peut-être vous, vous avez trouvé un sens en disant, ben oui, voilà où on va, mais et voilà à quoi ça va servir. Moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc, nous sommes en recherche de l'un de ces 4 saluts et chacun, suivant sa sensibilité, sa personnalité, va plutôt aller dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense qu'au niveau global, pour la population française, qui est la nôtre, c'est tout de même la recherche du salut par la science qui est prédominante. Alors, je voudrais vous proposer maintenant une interprétation de tout ce que je viens de vous dire. Il me semble que le point central, c'est que nous retrouvons l'un des fondamentaux de la condition humaine, qui est l'imprévisibilité. L'un des 4 I dont je rabats les oreilles aux gens que je peux accompagner. Donc, vous savez, il y a les 4 I, il y a l'imprévisibilité, l'inéluctabilité, l'irréversibilité et l'impossibilité de tout faire. Donc, les 4 I. Et celui qu'on retrouve, c'est pour ça que j'appelle ça l'incertitude retrouvée, c'est l'imprévisibilité. Et on pensait que l'imprévisibilité, elle était à peu près maîtrisée, parce qu'on est des héritiers des Lumières. Or, quand on est dans l'imprévisibilité, donc dans l'incertitude sur l'avenir, qu'est-ce qui apparaît? C'est l'angoisse. Le fondamental, la raison fondamentale de ce qu'on appelle l'angoisse, c'est l'impuissance face à une menace. Je vous cite une phrase d'Henri Laborit que je trouve très parlante à ce sujet. Il dit « L'angoisse survient quand on ne peut pas agir, c'est-à-dire ni fuir ni lutter. » Vous savez, quand il fait ses expériences, il montre les 3 attitudes possibles. Et l'angoisse survient quand on ne peut ni agir ni lutter. Donc, la raison de l'angoisse, c'est le sentiment d'impuissance. Et on l'a vu là assez récemment. Dès que sont apparus les vaccins, dès qu'il y a eu
nouvelle certitude, donc il y en avait avec les vaccins, le taux d'angoisse a tout de même pas mal diminué parce qu'on avait un horizon. Et de la même façon, on attend les décisions de Macron, on attend la structure que va nous donner Castex, parce que ça nous donne un horizon prévisible. On nous dit au mois de mai, on va arrêter. Donc, à partir du moment où on a cet horizon qui est donné, l'incertitude diminue et l'angoisse diminue avec ça. Les deux vont ensemble. Alors, quelques mots sur l'angoisse. Je distingue de façon schématique, il y a tout de même deux types d'angoisse. Il y a l'angoisse extrême que vivent hélas certaines personnes. C'est stress physique, on a la gorge nouée, on a la pensée qui fuit, on n'arrive plus à penser ce qui se passe, on est dans la panique. Catherine, s'il te plaît, est-ce que tu peux éteindre ton micro? On a des bruits. Merci. En fait, l'animateur peut le faire pour elle. Hein. Donc, il y a l'angoisse extrême que vivent certaines personnes, et elles la vivent, j'ai envie de dire, tout le temps. Je vous cite une phrase de la théologienne Lita Basset qui m'a énormément parlé pour cette angoisse extrême. Elle dit « Il n'y a rien de plus difficile à décrire que l'angoisse. Le sujet n'a aucune prise sur sa raison. Aucun raisonnement ne peut le persuader que ce n'est pas la réalité, qu'il n'y a pas lieu de s'angoisser. Et de surcroît, les autres signifient qu'il ne voit rien d'angoissant à ce qui, lui, le fait mourir d'angoisse. » J'espère que vous n'avez jamais été là-dedans, l'angoisse extrême. Mais ça peut arriver. Alors, je ne l'oppose pas, mais je la compare à l'angoisse, je dirais, modérée. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse modérée? C'est celle que j'ai eue il y a 3 semaines à peu près. Donc, j'étais dans mon lit et je me suis senti fiévreux. Je me suis dit, zut, c'est le Covid. Et là, je me suis mis à gamberger, j'ai pris ma température, et puis là, je me suis mis à gamberger. Alors, si j'ai le Covid, qu'est-ce que je peux prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pareil, la pensée qui me fuyait, des exagérations, je voyais tout en noir. Et donc, il y a eu un moment vraiment pas très, très drôle d'angoisse modérée. Bon, des questions, bon, et si je meurs, bon, est-ce que j'ai fait ce que je voulais au niveau de mes écrits? Enfin, tout un tas de questions qu'on se pose quand on se dit, mais ça va peut-être m'arriver à moi, je suis peut-être atteint. Je vais me retrouver à l'hôpital. Est-ce que je vais mourir tout seul à l'hôpital? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ce sentiment de ne pouvoir rien faire à ma contagion supposée qui m'a angoissé. La différence, c'est que ça a duré une soirée pas marrante. Ensuite, je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai pris mon café, c'était fini. Et il me semble donc qu'il y a une frontière entre les deux types d'angoisse et que le deuxième type d'angoisse, il est tout à fait normal et qu'au contraire, il ne s'agit pas de lutter, j'y reviendrai tout à l'heure, il ne s'agit pas de lutter contre ce type d'angoisse, mais plutôt de l'accepter. Parce que l'angoisse est un sentiment tellement pénible qu'on ferait n'importe quoi pour y échapper. C'est vraiment un sentiment qui est difficile, pénible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai listé quelques options quand on est face à l'angoisse. Première option, c'est de recourir aux pensées magiques, à la pensée magique. Donc, on va quelque chose qui va rendre le monde prédictible. Par exemple, là, je vais vous donner, vous ne le répéterez pas, hein, mais je vais vous donner la recette pour échapper au Covid. Et donc, c'est bien plus sûr que les vaccins. Donc, il faut que vous alliez voir quelqu'un qui a eu le Covid. Vous prenez 3 cheveux, une bougie, un fil de laine rouge et des feuilles de laurier. Alors, vous enveloppez les cheveux dans le fil rouge, vous le brûlez avec les 3 feuilles de laurier, vous ajoutez un peu de verveine et vous dites la formule Fiat Sanctus Spiritus Renes Nostros et Cor Nostrum Domine.
Alors, résultat garanti. Voilà, c'est ça la pensée magique. Je vous confie cette recette si jamais vous avez envie d'essayer. Donc, les pensées magiques qui nous sont, qu'on trouve des fois sur Internet. Deuxième possibilité pour échapper à l'angoisse, c'est qu'on va s'en remettre à une autorité qui va structurer l'affaire, qui va nous dire à la fois ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Typiquement, pour moi, c'est Raoult. Donc, je ne sais pas ce que sont vos opinions sur Raoult, mais au niveau de la façon dont les gens se sont précipités sur Raoult, c'était aussi pour échapper à l'angoisse. Donc, ça va mieux quand il y a quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut faire, une autorité ou supposée autorité. Troisième façon, c'est de donner un sens. Bon, ça, on l'a déjà vu. Quatrième façon pour échapper à l'angoisse, c'est d'agir, puisque dans l'angoisse, on ne sait plus quoi faire, on n'agit plus, donc c'est d'agir. Mais ce n'est pas très, très facile avec le confinement en ce moment d'agir. Donc, il y a toutes les restrictions, ce n'est pas très, 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 très facile. Cinquième moyen, le divertissement. Et le divertissement, les gens râlent parce qu'ils n'en ont plus. Donc, les sorties, le théâtre, donc tout ce qui permet non seulement de se retrouver ensemble, mais qui permet surtout, en étant ensemble, d'échapper à l'angoisse. C'est une fonction essentielle du divertissement. Divertissement pascalien, il n'y a pas de... C'est la même chose. Et puis, il y a un dernier moyen d'échapper à l'angoisse, que je trouve le nec plus ultra, qui est de partager. Qui est donc de partager son angoisse avec quelqu'un. Dans ce qui va être, je vais reprendre un terme d'analyse transactionnelle, dans la structuration du temps, de l'intimité. C'est-à-dire que nous parlons à quelqu'un de ce qui nous arrive et il ne se moque pas de nous, il nous dit, ben oui, moi aussi ça m'arrive, donc on devient frère en conditions humaines et c'est l'une des meilleures façons pour échapper à l'angoisse. Encore faut-il avoir fait suffisamment de travail sur soi pour oser partager avec quelqu'un, pour trouver avec quelqu'un qui nous semble prêt à accepter, ce qui n'est pas forcément évident. À chaque fois, il faut remettre la chose. Donc peut-être que par exemple, pendant ma soirée, j'aurais pu prendre mon téléphone et appeler ce que j'appelle mes amis de 3 heures du matin, donc des gens que je peux déranger à 3 heures du matin pour leur raconter des bêtises en disant « je ne vais pas bien ». Et donc, voilà les options face à l'angoisse. Donc, ça débouche sur ma conclusion ici, qui est ce que j'appelle la maturité d'incertitude ou la maturité d'angoisse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chercher à diminuer l'angoisse quand ça nous arrive, mais de suivre, d'accéder à cet état. Je vous cite la phrase de Kant parce qu'elle est trop belle, Emmanuel Kant. Hein. Il disait « On peut mesurer l'intelligence psychologique d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. » C'est-à-dire pour moi aussi la quantité d'angoisse. Donc, plus on est capable de supporter l'incertitude, plus on acquiert cette maturité. Très concrètement, moi j'ai 3 règles vis-à-vis de cette maturité d'incertitude. D'abord, je relativise le discours des médias. J'écoute un peu, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et deuxièmement, je cultive mes relations pour briser si jamais ça m'arrive. Et puis, j'utilise aussi de temps en temps les recettes des magazines parce qu'il y en a des bonnes. Donc, la tisane calmante ou autre, ou ce genre de choses. Voilà, j'ai fini mon topo. Bernard? Merci François. Tu as fait là tes 2 premières parties, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, alors 2 choses, parce que par rapport à, là, il est 18h45, donc on va prendre un petit temps de questions. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dans la conversation et qui répondaient à la question que tu posais, que tu voulais faire en sous-groupe. Alors, si je résume, pour moi, il y avait 5 choses qui sortaient, enfin que j'ai notées en résumé, je vais te les dire.
mais si jamais tu souhaites refaire quelque chose en sous-groupe, Jérôme a, semble-t-il, réglé Ah, voilà. d'accord. Je verrai. Je ne crois pas qu'on aura le temps, mais on verra. Bon, Oui. ok, d'accord. Donc, les 5 choses qui sortaient, c'était autour de les liens avec la famille, avec les amis, etc. Toutes sortes de liens. Bon. La seconde chose qui sortait, c'était tout ce qui concernait le retour à soi, à son corps, la réflexivité, le fait d'apprécier le silence. Bien. La troisième chose qui sortait, c'était tout ce qui a trait à l'art, l'art l'art que l'on, comment dire, auquel que l'on fait soi-même, hein, ou que en tant qu'acteur, ou l'art que l'on regarde en tant que spectateur. La quatrième chose, c'était la spiritualité. Et la cinquième chose, c'était le fait, puisqu'il n'y a pas d'avenir, vivons l'instant présent. Enfin, le fait de revenir, il n'y a pas d'avenir, et bien, valorisons, vivons le présent voilà, pour ce qu'il peut nous. D'accord. Est-ce que tu as là-dessus voilà, une petite. Écoute, euh, oui, bon, il y a des points dont j'ai un peu parlé, puis il y en a d'autres dont je vais reparler maintenant. Moi, ce qui m'a intéressé dans la préparation de cette conférence, c'est de prendre du recul pour voir ce qu'il y a sous les réactions habituelles des gens. Donc, les réactions, et en particulier cette prise en compte de l'angoisse qui est sous-jacente, c'est diffus. Il n'y a pas grand monde qui en parle, je trouve, qui utilise ce mot d'angoisse, ou alors c'est très, très vague. Et donc, de lier l'angoisse à l'incertitude actuelle et à l'imprévisibilité du monde, je trouve que moi, je trouve ça intéressant pour nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Petite question, François, par rapport, il y a des questions qui sont sur le terme d'angoisse que tu emploies. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que, voilà, il y a plusieurs personnes qui. Alors, je ne l'ai pas fait pour gagner du temps, mais finalement, il faut le refaire. Donc, faut distinguer les trois, la peur, l'anxiété et l'angoisse. Donc, la peur, c'est le sentiment qu'on éprouve face à un danger objectif. J'ai un lion qui me court dessus, j'ai peur, je fuis, c'est normal. Donc ça, c'est la peur. L'anxiété est quelque chose de plus diffus, mais dans lequel je n'ai pas totalement perdu la maîtrise des événements et une certaine puissance d'agir. Et l'angoisse, c'est lorsque j'ai le sentiment, à tort ou à raison, que je ne peux plus rien faire. Voilà, donc il faut distinguer effectivement les trois. Je fais bien de me le rappeler. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser par rapport à ce qu'a déjà dit François? Est-ce que tout cela, c'est peut-être un de tes 4 I, n'est-ce pas, en fait, allié à la finitude de la vie? Est-ce que ce n'est pas C'est-à-dire qu'on retrouve avec l'imprévisibilité, on retrouve l'un des éléments fondamentaux de notre condition humaine, et ça nous fait peur. On n'a pas envie d'aller voir ça. C'est pas marrant. On préfère rigoler. Mais en fait, c'est tout de même notre nature. Et cette condition humaine, on ne peut pas faire autrement. Donc, on retrouve la condition humaine, et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, c'est vrai. Je bois un verre d'eau. Oui, bien sûr. Vous pouvez en profiter pour continuer à poser des questions. Si vous en avez, je pense avoir à peu près traduit ce qui sort dans le chat. Je vérifie. Et tout ça. Ouais. Non, voilà. Ok. C'est bon? Oui. Alors, il y a une question. Est-ce que l'imprévisibilité est un appel à la confiance? Ah, écoute, j'anticipe, mais je trouve que oui, c'est vraiment ça. Et l'incertitude est un appel à la confiance. Alors que ce soit avec des personnes, mais que ce soit par rapport à la vie en général, parce que
face à l'incertitude de l'avenir, face à l'imprévisibilité, c'est vrai qu'il y a les deux réactions. Soit ça génère de l'angoisse, soit les gens vont faire le pari de la confiance et aussi de façon encore, je trouve peut-être pas plus sympathique, mais de la curiosité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette curiosité. Bon, moi, je dis souvent qu'une des façons pour moi de lutter contre la mort, c'est la curiosité. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a après? Moi, je suis curieux de savoir ce qu'il va y avoir après. Et donc, il y a ce saut de confiance qui va apparaître face à l'imprévisibilité. Oui, tout à fait. Je voulais en parler après, mais puisque tu le… Il y a encore, alors là, les questions fusent de toutes parts. Alors j'en saisis une. Qu'est-ce qui a fait, tu as parlé des utopies qui se sont dégonflées. Qu'est-ce qui a fait dégonfler les utopies, à ton avis? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Pourquoi ça s'est dégonflé? Mais c'est vrai que c'était impressionnant l'année dernière. Et on n'en parle plus. Mhm. Beaucoup de choses sur l'imprévisibilité encore. L'imprévisibilité est-elle un appel à être plus vivant et moins dans le contrôle? La vie est fille de l'imprévisibilité. Est-ce que la peur de l'imprévisibilité est une peur de la vie? Oui, oui, oui. Mais je réponds par des phrases, mais c'est très court ce que je dis. Mais oui, pour moi, l'imprévisibilité, la peur de l'imprévisibilité, c'est souvent le fait qu'on, justement, on ne va pas faire confiance à ce qui va se passer, même dans la journée. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc oui, tout à fait, oui, oui. Est-ce que nous n'avons pas aussi peur de la détérioration des liens, plus distants, moins spontanés, plus intéressés, plus méfiants? Ça va, je vais en parler tout à l'heure. OK. Ok. Et une… C'est bon? Oui, oui, oui. Si j'ai bien compris, François, il y a Dieu ou pas, il y a la science ou pas, et puis il n'y aurait-il pas soi dans sa relation aux autres et dans sa relation au sens que l'on donne à sa vie? Je ne la mettrai pas dans la même catégorie. Les 4 saluts dont j'ai parlé, ce sont vraiment des grandes orientations assorties de croyances et dans lesquelles on espère qu'on va se sauver des peurs ultimes, des peurs liées à notre condition humaine. Donc j'ai pris les quatre grandes approches que c'est aussi parce que je les ai étudiées dans mon bouquin La seconde joie que j'ai publié l'année dernière. Donc il me semble que c'est les 4 grandes approches. Les 4 grandes approches. C'est pas centré sur soi. C'est Hein? bon? Je Je propose, continue? François, je te propose voilà, de continuer parce que je crois qu'il y a D'accord. encore… Alors, je passe au temps et à l'urgence tranquille. Alors, il y a déjà tout ce que vous connaissez au niveau du temps. Il y a des choses qui ont changé depuis 14 mois. Bon, c'est connu de tout le monde. Il y a énormément d'annulations, énormément de reports. Il y a l'histoire du télétravail. Et puis, il y a une façon pour les personnes de passer leur temps, y compris des choses qui ont été rappelées par les participants, le temps pour soi, le ne rien faire, la méditation, l'émerveillement, et de façon plus prosaïque, s'occuper de son chez-soi, ranger, trier. Donc, tout un tas de choses qui n'étaient pas faites auparavant. Donc, tout ça, c'est connu. Par contre, j'ai vu 3 phénomènes dont il me semble qu'on ne parle pas et que je laisse à votre appréciation. Premier phénomène, c'est qu'il y a eu un arrêt de l'accélération du temps. Avant les années 2020, il y avait ce phénomène, j'ai oublié le gars qui a écrit le bouquin là-dessus, c'est un Allemand, et on avait l'impression que tout allait de plus en plus vite. Or, il me semble que ce qui se passe actuellement montre une décélération de tout ça, et à part peut-être la recherche médicale, mais sans ça, il y a tout de même un stop donné à cette frénésie, aller plus vite. Il y a tout de même eu un coup d'arrêt. Deuxième élément, par la force des choses, c'est un arrêt de la recherche de ce qu'on appelle le flow. Vous connaissez sûrement ce concept
donc de cet état de vie intense dans lequel on cherche à s'éclater. Et là, c'est assez difficile parce que pour vivre dans le flow, c'est avec toutes les restrictions qu'on a, c'est tout de même beaucoup moins facile. Ça, c'est le deuxième phénomène. Le troisième phénomène, on en parle un peu, mais je le vois autour de moi et je le vois dans ma famille, dans mes amis, et je le vois avec cette expérience. Je vois Laurent Kivogne qui est là, et donc je vais te rendre hommage, Laurent. C'est une augmentation de l'intimité. C'est-à-dire que, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes, il y a eu une recherche de relations plus vraies, plus intimes. Je le vois dans ma famille, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, et dans ce groupe que Laurent a animé sur le social selling, on s'est retrouvés, on est 15-20, oui, c'est ça, on est une petite vingtaine. Et donc, un partage qui m'a stupéfié, je trouvais que les gens parlaient simplement, et je ne suis pas sûr, enfin, je pense qu'il n'y aurait pas eu forcément le même degré d'intimité indépendamment de cette crise du Covid. Comme si on était très, très désireux de partager en vérité, en ce qu'on appelle l'intimité d'analyse transactionnelle. Et donc ça, c'est les choses qui m'ont apparu sous-jacentes. Par contre, au niveau du temps, il y a une focalisation sur certains phénomènes. Il y a d'abord il y a une nouvelle appréhension de l'avenir qui existait avant, mais qui là se fait sur la maladie. On se dit, ça peut m'arriver à moi demain. Et ça envahit l'esprit, à mon avis, trop fort, parce que ce matin, j'ai pris ma voiture. Quand je prends ma voiture, je me dis, oui, tiens, aujourd'hui, je vais peut-être avoir un accident. Donc, je pense aussi à ça, mais là, c'est focalisé sur cette histoire de Covid. Donc, il y a une nouvelle appréhension de l'avenir qui focalise, qui polarise, avec cette crainte de se dire, si je suis emmené à l'hôpital, si je meurs à l'hôpital. Deuxième chose dont j'ai parlé tout à l'heure, que je répète, c'est qu'on a l'impression qu'actuellement, ça se traîne, c'est long. On est fatigué. Et troisième chose, chez beaucoup de gens, tu en parlais tout à l'heure Bernard, c'est qu'on oublie les cadeaux de l'imprévisibilité. C'est-à-dire le fait qu'il y a des choses qui apparaissent à cause du Covid ou sans le Covid, mais que l'avenir, même incertain, justement parce qu'il est incertain, nous offre aussi des cadeaux qui n'étaient pas eux aussi prévus. Un autre regard sur le temps, c'est au niveau du dilemme objectif à court terme, objectif long terme. Moi, je me félicite personnellement d'avoir appris au fil des années, d'avoir appris à gérer ce dilemme, parce que j'avoue que maintenant, il me sert bien. Et c'est vrai que je continue à avoir des projets à long terme, et en même temps, dans le temps qui est le nôtre, je m'oblige aussi je m'oblige, oui, c'est une habitude maintenant, de faire des programmes de journée en me disant, bon, allez, aujourd'hui, je fais ça et je ne fais pas plus, c'est aujourd'hui et pas plus. Donc, il y a ce dilemme entre les deux avec un cadeau de la vie que je n'attendais pas, mais qui m'a été donné il y a 3 ans, c'est que j'ai à peu près atteint par rapport à ce dilemme ce que les gens qui ont la spiritualité ignatienne appellent l'indifférence. J'explique. Mais c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que l'indifférence, c'est de se dire que pour les projets qu'on a envie de faire, on se dit, si je les réalise, tant mieux. Si je ne peux pas les réaliser, eh bien, tant mieux aussi, parce que ça veut dire que bon, ce n'était pas possible. Et donc, il n'y a plus de pression au niveau de la réalisation de sa vie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement agréable. Et donc, moi, je suis très content d'avoir ça, parce que ce que je constate, c'est que tout de même, au niveau de
de la vision de leur vie. Si on prend le triptyque classique survie, vie agréable et puis accomplissement de soi, actuellement, les gens soupirent. Bon, certains sont dans la survie, bien sûr, mais les gens soupirent beaucoup après la vie agréable. Mais là, c'est peut-être votre expérience de coach et de consultant et, bon, et la mienne, mais en même temps, je n'ai pas l'impression que les gens se focalisent plus ou comme ils devraient peut-être le faire dans la période actuelle, qui se focalisent sur leurs étoiles, sur leur accomplissement. Je n'ai pas l'impression que ça a donné un espèce de coup de fouet à la vie des gens pour qu'ils se préoccupent de leur accomplissement et de l'accomplissement de leur vie. J'ai plutôt l'impression qu'ils se centrent sur la réalisation de leur vie agréable en se disant « Ah mon Dieu, quand on va pouvoir retrouver, aller au restaurant, faire tout ce qu'on veut, donc les voyages, tout ce qui est dehors de vie agréable. » Je ne suis pas contre, hein, mais… Alors, autre regard sur le temps, vous en avez parlé, c'est l'histoire du temps présent. Donc, c'est l'une des 4 formes de salut que j'ai indiquées tout à l'heure, je vous le rappelle. Et donc, notre tentation, surtout pour les personnes qui ont fait du développement personnel, c'est de se dire, je vis dans le temps présent, l'avenir on verra bien, et le passé c'est fini, on ne peut plus rien. C'est une tentation, et je pense que c'est une tentation pernicieuse. Bien sûr, le temps présent, il existe et c'est très très important, mais on ne peut pas faire abstraction totalement de notre avenir. On ne peut pas vivre sans projet. Et de la même façon, on ne peut pas, de temps en temps, retourner voir du côté de son passé et se poser la question de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a loupé. À 73 ans, on est tout de même là-dedans, on fait un petit peu le bilan de sa vie. Et donc, vivre dans le temps présent à lui seul me paraît être une utopie. J'essaye d'expérimenter, moi, quelque chose qui soit plus unifié, dans lequel on soit à la fois dans le présent, le passé, l'avenir. C'est possible de faire les 3 en même temps, ou de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Mais je ne suis pas un farouche adepte du temps présent. Ça me paraît un salut trop exclusif. Donc, au niveau du temps, j'en arrive à cette conclusion de la même façon que je vous ai parlé tout à l'heure d'une maturité d'angoisse ou d'une maturité d'incertitude. Il me semble qu'il y a une maturité du temps dans l'époque qui est la nôtre. Donc, j'ai 3-4 points. Donc, c'est à la fois les projets à long terme et puis ce qu'on vit ici au jour le jour, donc tenir les 2 bouts de la ficelle. Bon. Deuxièmement, c'est l'indifférence dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet aussi de se dégager de la peur de l'avenir. Troisième chose, au niveau de la maturité, c'est de faire appel à ce qu'on connaît, nous, professionnellement, qui est l'observation du processus, et en particulier du processus de structuration du temps, suivant l'analyse transactionnelle. C'est vraiment une grille intéressante pour le temps qui nous occupe. Et il y a, comme les gens, ils n'ont plus de passe-temps dans les 6 modes. Donc, il faut bien qu'ils se rabattent sur autre chose. Et il y en a qui se rabattent dans le retrait. Ils ne veulent plus voir personne, ça j'en connais. Hein. Ils se renferment. Donc, il y en a qui sont dans le retrait. Il y en a, mais c'est plus difficile, qui se mettent dans l'activité. Mais avec le télétravail, toutes les contraintes qu'il y a actuellement, c'est plus difficile. Alors, il y en a qui s'embarquent dans des jeux. Et le jeu favori de notre époque, si vous l'observez, c'est le c'est affreux. C'est vraiment typiquement, on joue un jeu de c'est affreux tout le temps. Les médias jouent à ça. C'est affreux, c'est affreux. J'ai lu, c'était dans le Monde, c'était l'année dernière, il y avait un gros titre du Monde, Maman est morte.
je suis désolé. Donc, il racontait l'histoire d'un type qui avait perdu sa mère. Bon, effectivement, bon, c'est dramatique qu'il ait perdu sa mère, mais il met ça à la une du Monde. Maman est morte. Bon, et donc, vraiment, c'est injuste, de cet affreux. Ce qu'on entend dans les médias, c'est sans arrêt des jeux de cet affreux. Nous sommes supposés, par notre professionnalisme, nous sommes supposés être attentifs à ce processus, à le décoder et à n'y adhérer qu'un minimum, quoi. C'est savoir que c'est un jeu de cet affreux. Mais c'est tout le temps, c'est vraiment ça. Voilà. Et puis, au niveau de la maturité du temps, vous en avez parlé, c'est le fait de savourer ce que vous appelez peut-être les petits bonheurs, c'est-à-dire tout ce qui arrive comme petit bonheur au quotidien, c'est savoir le savourer, s'émerveiller, contempler, en profiter dans le temps présent, là, ce coup-ci. Voilà. Moi, j'ai l'impression, bon, je ne vais pas si, je vais me féliciter tout de même un petit peu, mais je suis vraiment content de toutes les années que j'ai passées à apprendre tous ces trucs, à me développer, ces histoires d'objectifs, ces histoires d'indifférence, ces histoires de repérer la structuration du temps. Donc, tout cet apprentissage long, patient, qui a été ainsi un travail sur moi, je suis très content parce qu'actuellement, j'ai vraiment l'impression que j'en profite. Et ça, c'est assez agréable. Voilà, j'ai fini le topo. Merci François. Tu es à la fin de ton troisième. Oui. Donc, il y a pas mal de questions. Alors, je vais, par rapport à tout ce que tu nous as dit, est-ce que ça ne dépend pas quand même de l'âge à laquelle on vit cette crise? Est-ce que les jeunes les jeunes générations vivent la même chose que ce que tu nous racontes ou pas? Quelle est la part de l'âge là-dedans? Ça, c'est une première question. J'en aurai d'autres après. Alors, j'y ai pensé en préparant cette conférence et je me suis dit que mon regard était biaisé parce que à 73 ans, je suis à la retraite, je touche ma retraite, ce qui fait que je n'ai pas l'angoisse des coachs indépendants ou même des cabinets qui se demandent de quoi va être fait leur avenir, s'ils ne vont pas perdre leur boulot ou s'ils vont trouver du boulot. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, mon regard, il est biaisé. De la même façon, au niveau du temps, je n'ai pas besoin de mettre le réveil le matin. Donc, c'est vrai que mon regard sur le temps est biaisé et celui des jeunes est, je pense, assez différent. Bon, maintenant, il faut voir tout de même que dans le monde du coaching qui est le vôtre, qui a été le mien, qui l'est encore un peu, nous commençons tout de même à avoir des âges entre guillemets canoniques, c'est tout de même souvent au-dessus de 50 ans. Et donc, les points que j'ai évoqués me semblent être des éléments que nous devons prendre en compte. Mais indéniablement, ce n'est pas la même chose, même pour un professionnel de 30-35 ans qui est en plein boom, qui a besoin de faire ses preuves, tout à fait. Donc, mon regard est biaisé, il faudrait adapter, bien sûr. Il y a des questions, François, sur l'intimité. À la fois une remarque sur le fait que la solidarité, le besoin d'intimité semble à certains plus fort lors du premier confinement qu'aujourd'hui. Et une autre question sur l'intimité assez différente, mais qui est la suivante, c'est est-ce que cette intimité qui nous protège ne risque-t-elle pas, si elle s'installe dans la durée, de nous contenir et au contraire de nous contraindre? Alors, j'allais en parler là dans la solitude et le lien, mais déjà, je préfère revenir aux définitions exactes de l'intimité en analyse transactionnelle. Donc, c'est une relation qui est confiante, désintéressée, dans laquelle les personnes s'expriment, comme on dit, à cœur ouvert. Pour qu'il y ait intimité, il faut qu'il y ait deux personnes. Et c'est très frappant parce que vous avez dû vivre ça dans votre vie. Nous pouvons être en demande d'une relation intime. Bah, typiquement, j'ai ma crise d'angoisse du soir, là, bon, et je suis en demande d'une relation intime. Bon, et l'autre, il n'a pas envie de rentrer dans cette relation intime.
Donc, il va se réfugier dans d'autres structurations du temps. Et donc, pour être dans une relation d'intimité, au sens bon, technique pur et dur, ici, il faut être deux. Et l'une des caractéristiques aussi de l'intimité, c'est qu'elle ne se programme pas, contrairement bon, aux autres structurations du temps qui peuvent être bon, plus prévues parfois. L'intimité ne se programme pas. Ça arrive quand ça arrive. Et donc, il y en a un qui lance un appel, l'autre répond. Et puis, je ne vais pas dire, bon, à 10 heures du soir, je t'appelle pour un moment d'intimité. Ça peut arriver, si tout de même de temps en temps, avec des gens qu'on connaît bien. Moi, j'ai quelques amis, mes fameux amis de 3 heures du matin. C'est vrai que quand je les appelle et je leur dis, écoute, j'ai envie de te parler d'un truc que, bon, qui m'embête, et je sais qu'il va me parler à cœur ouvert et que je vais lui parler à cœur ouvert. Et donc, mais en même temps, c'est quelque chose qui ne se commande pas. C'était ça la question? Oui, oui, je pense que je pense que tu y réponds. Beaucoup de citations de livres, du livre Éloge de la lenteur, hein, Oui. bien sûr que tu connais. Également Savourons le silence, qui vient Ça- d'Émilie de Vienne, que tu connais aussi. Ah oui, mais je ne connaissais Il a pas écrit un ce livre, livre. Oui. Éloge Savourons le silence, qui est intéressant aussi. Et alors, il y a autre question, une forme de nostalgie heureuse ne donne-t-elle pas la matière qui permet de se projeter plus sereinement dans un avenir incertain? Qu'est-ce que tu penses Oh la vache, attends, tu peux répéter? Qu'est-ce que tu penses d'une forme de nostalgie heureuse qui donnerait matière à se projeter sereinement dans un avenir incertain? Écoute, je ne connaissais pas ce terme de nostalgie heureuse, mais il me plaît bien. Et, euh, tu vois, le fait d'avoir vécu de très bons moments, tu vois, là au dos, là en haut, il y a un tableau d'Hélène, ma compagne disparue. Et je suis dans ce que nous avons vécu ensemble, je suis dans une nostalgie heureuse, qui est je ne crois pas que ça fait partie du deuil, c'est plutôt l'aboutissement du deuil. Bon, une nostalgie heureuse des très bons moments vécus ensemble, et puis de se dire, ben, je vais être attentif à vivre non pas des moments pareils, mais à vivre tout de même la même qualité des moments que j'ai pu vivre autrefois. Donc j'aime bien ce moment de nostalgie heureuse. Je pense il peut aider. Tu sais, c'est la fameuse distinction, j'aime bien faire cette distinction entre mémoire et souvenir. Donc le souvenir, c'est quand on se plonge dans le passé, on se dit, ah oui, c'était comme ci, comme ça, à ce moment-là. Ça, c'est le souvenir. Et la mémoire, quand on fait mémoire de quelque chose, c'est en fait le souvenir qui vient nourrir le présent. Et la mémoire donc, est donc féconde, alors que le souvenir n'est pas féconde. Je ne suis pas contre se souvenir de temps en temps, mais quand on fait mémoire de quelque chose, c'est fécond. Ça est clair? Tout à fait. Merci François. Est-ce on poursuit? On passe, tu veux qu'on passe à à ta Oui, dernière séquence? Et oui. il faut On a, toujours on, pas poser des questions, hein, on a voilà. déjà vu des trucs. Ah oui, si dans Converser, là, si vous avez des bouquins, moi ça m'intéresse parce que si jamais je fais un petit topo, comme tu m'as dit, Bernard, Oui. moi j'aime bien faire des bibliographies. Très bien. Ben, de toute façon, on va copier tout ce qui est dit dans la conversation, hein. Alors, dernière partie, c'est la solitude et le lien. Bon. Vous aviez mis le lien, moi j'ai rajouté la solitude. Parce que les deux vont ensemble. Alors déjà, les poncifs, bon, tout ce que tout le monde sait, bon, au niveau du lien, il y a des tas de trucs qu'on peut plus faire ensemble. Bon, d'accord, ok. Les apéros, les matchs, tout un tas de trucs, bon, tout ça, on le sait. Bon. Mais il y a un autre phénomène, un peu en vrac, bon, qui est apparu, qui est étudié par les sociologues, qui est la dégradation de certaines relations, de certains liens à cause du Covid. Et je me mémore une histoire qui est arrivée à une de mes amies il y a 3 semaines. Donc, elle voulait faire une randonnée en vélo avec des amis à Aix-en-Provence. Et puis, s'y étaient adjoints 2 médecins
donc ils étaient 4, plus 7, ça faisait 5. Ils voulaient faire des randonnées en vélo. Bon, et puis là-dessus, méfiance de 2 personnes dans ce petit groupe. Est-ce qu'ils sont vaccinés? Ah non, ils ne sont pas vaccinés. Oh là là, non, on ne peut pas. Et puis tout de même, c'est risqué. Il faut qu'on fasse attention. Et donc, ce sujet du Covid a amené une difficulté relationnelle entre des gens qui avaient des amitiés, des fois depuis des dizaines d'années. Là, c'était le cas depuis des dizaines d'années. Et ce n'est pas le seul exemple que j'ai entendu dire, parce que il y a, vous l'avez vécu forcément au niveau de vos proches, bon, il y a les gens, on voit des gens qui sont plutôt cool avec les règles du fonctionnement, faisons attention, mais ils sont plutôt cool. Et puis, il y a des gens, ça les tétanise. Et donc, c'est vrai qu'il y a, ce phénomène de dégradation des relations et on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a des gens, bon, ils ont la trouille. Je vois ici dans le 2 avril un article du Monde. La catégorie qui compte le plus grand nombre de personnes avec qui les relations se sont dégradées est celle des amis. 30% des gens ont vu leurs liens dégradés avec leurs amis à cause du Covid. Ah tiens, puis ensuite, elle fait une belle synthèse, meilleure que la mienne peut-être, hein, la journaliste. Cette crise est d'ordre existentiel. Elle ouvre des angoisses et des incertitudes sur le devenir de l'humanité et de la planète. Le Monde du 2 avril. Hein. Chacun se sent vulnérable. On a besoin de se réconforter, mais en distanciel, on n'échange que de l'information. Tout le monde a son opinion sur les masques, le maintien des écoles, etc. Tout est matière à débat parce qu'il n'y a plus aucune certitude. On retombe ici dans l'incertitude. C'est une belle synthèse. Donc, on fait plus de trucs ensemble. Il y a des relations qui se dégradent. Et en même temps, on en a déjà parlé, on a, avec certains, ou dans des nouveaux groupes, merci Laurent Kivogne, on a des expériences d'intimité qui se produisent. Ce sont donc des phénomènes intéressants. Et donc, au niveau du lien, il y a des fois, on se demande, est-ce qu'il faut que je sois cool, est-ce qu'il faut que je sois rigide? L'autre jour, j'ai fait, c'est peut-être une bêtise, bon, on sortait d'un groupe, on avait mis tous nos masques et autres, bon, et il y a une dame les gens étaient en train de mettre leur manteau et tous les gens partent, il ne restait plus qu'elle. Elle me dit, écoute François, j'en peux plus, prends-moi dans tes bras, j'en peux plus, j'en peux plus. Je lui ai fait un gros hug. Bon, on avait nos masques, mais on n'a pas respecté les gestes barrières. J'ai eu tort, bien sûr, mais en même temps, on n'en peut plus. Et moi, il y a des fois, je me dis que là, les consultants coach, ils vont avoir un sacré boulot génial, ils vont avoir des chiffres d'affaires qui vont exploser parce qu'avec tous les besoins de contact physique qu'il va falloir gérer dans les entreprises, ça, vous aurez des stages à faire, hein, messieurs, mesdames. Voilà, donc au niveau au niveau du lien, c'est le moment peut-être de refaire ce que j'ai fait de temps en temps dans ma vie. Vous savez, c'est les cercles relationnels autour de soi, les proches, les moins proches, etc. Qu'est-ce que c'est devenu ça? Je trouve que c'est pas mal de faire ça. Il y a un dernier lien avant que je parle de la solitude. Il y a un dernier lien qui, pour moi, est très, très important, que tout le monde ne partage pas, qui est le lien avec Dieu, avec la transcendance. C'est vrai que quand on arrive à avoir ce lien, ce qui pour moi est l'essentiel au niveau de ma foi, ce n'est pas du tout le Dieu Tout-Puissant qui va agir sur le Covid, qui va faire tout ça. C'est donc que c'est la transcendance qui est présente quoi qu'il arrive. Et même dans les circonstances les plus difficiles, il y a quelqu'un qui est là et qui me dit « je suis présent ». Bon, ça, c'est des questions de foi. Alors, venons-en à la solitude, parce qu'on est en manque de liens, et donc, il y a des tas de moments où on vit de la solitude, et plus qu'avant.
je rappelle qu'il y a deux types de solitude. Il y a la solitude relationnelle, quand on est avec personne, et puis il y a François, on t'entend plus. Est-ce François, que ça marche? Ça là, marche c'est là de nouveau? nouveau. Ouais. J'espère que ce n'est pas mon micro qui arrive, hein. Tu me redis au besoin, hein. Oui, Ça je te va? redis, je te fais des grands signes s'il faut arrêter, d'accord? Ça marche, ça marche. Attends, je vais te mettre ici en prière, que je te vois bien. Ok. Donc, il y a la solitude existentielle qui fait que quelqu'un ne peut pas se mettre totalement à notre place. Moi, ça me frappe. On peut, par exemple, vous êtes dans une soirée entre amis, vous pouvez avoir des proximités, avoir des tas de relations, des discussions, et en même temps, à certains moments, vous sentir profondément seul. C'est la même chose en couple, hein. Il y a des fois en couple, on se sent profondément seul existentiellement. On dit, mais je ne suis pas compris, il y a des choses que je ne peux pas partager. Puis l'autre, il a beau faire tout son possible. On est là dans cette solitude existentielle. Et ça, j'avoue que c'est vrai que c'est assez difficile. Alors, hier soir, j'en étais là et je mettais la dernière main à mon topo et puis j'ai eu un coup de solitude existentielle. Ah, j'étais là dans mon fauteuil, je commençais à gamberger, je disais, mais je vais leur dire des idées reçues, est-ce que ça les intéresse, est-ce que bon, j'étais là et je me suis dit, mais bon, bref, enfin, que j'étais pas bien, j'avais un coup de solitude existentielle qui n'était pas un coup d'angoisse, hein. C'était simplement que je me sentais assez seul. Et tout d'un coup, il y a une question qui m'est venue, que je partage avec vous. Pas vu le lien. Je me suis dit, mais est-ce qu'actuellement, je vous lis, parce que je l'ai noté hier soir, c'était trop beau, hein. Une question, ouais, je pensais à vous, et une question m'est venue. Est-ce que vous avez une place dans le cœur de quelqu'un ou de plusieurs personnes? Oh, je me suis dit, mais c'est pas seulement des gens qui s'intéressent à moi, mais est-ce que j'ai une place dans le cœur de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en ce moment, me porte en lui? Et ah là là, je suis resté avec cette question. Je me suis dit, mais ça, c'est. Et puis, ensuite, je me suis dit, mais là, dans l'état où je suis, dans mon fauteuil tout misérable, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, s'il me voyait comme ça, viendrait et me prendrait seulement la main? Pas de discours. Alors, je me posais cette question, je me suis dit, et c'est là où on sort de la solitude existentielle, je me suis dit, mais il faut que je partage ça avec quelqu'un. Alors, j'ai écrit un mail à une amie et je lui ai raconté mon histoire. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Je trouve ça merveilleux, sa réponse. De ce matin, hein, tout frais. Cher François, en te lisant, je pensais à tes amis de 3 heures du matin. Mais il me semble qu'il est plus facile pour bien des gens d'apporter une aide matérielle plus que de tenir la main d'une personne qui se sent seule. Accompagner quelqu'un dans sa solitude, on préfère ignorer cette détresse, on a peur d'être maladroit, d'être renvoyé à notre impuissance et à nos propres angoisses de solitude. Et je trouve qu'elle a raison. Ça m'est arrivé de prendre la main de quelqu'un, mais c'est tout de même pas très fréquent et pas assez fréquent. J'ose pas, mais il y a des fois, ça me ferait tellement du bien. Quelqu'un qui prendrait seulement ma main. Et elle m'a rajouté un autre mail qui est en fin de matinée, de Christian Bobin. Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre sans jamais prétendre la combler ni la connaître. Donc, cette histoire de solitude, moi, je n'ai pas très envie que dans notre combat pour faire face à la situation actuelle, qu'elle disparaisse. La solitude relationnelle, on l'a forcément de temps en temps. Bon, on la compense comme on peut. Il y a Zoom, il y a tout un tas de trucs. Bon. Et puis, la solitude existentielle, là aussi, moi, je trouve que ça vaut le coup de l'assumer et
autant que possible, c'est contradictoire, mais autant que possible de la partager. Parce que c'est fou, mais quand on partage sa solitude existentielle, on tombe dans l'équivalent de l'intimité de tout à l'heure, on tombe dans ce qu'on appelle la fraternité. On est frères et sœurs en condition humaine, frères et sœurs dans notre solitude existentielle. Et quand on est capable de faire ça, moi je trouve que c'est un magnifique cadeau de la vie. Et voilà, eh ben, j'ai fini, hein. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez encore, Bernard, des questions? Alors, François, je crois que… Alors, je regarde les questions. Vous pouvez continuer à en poser, à m'en envoyer. François, tu connais le compte des empreintes? Te demande Laurent. Ah non, merci de donner la référence. Je connais Bon, la beaucoup de référence comptes, mais pas celui-là. voilà, est indiquée, apparemment. Très bien. Voilà. Question que je te transcris, mais que je ne suis pas sûr de comprendre. Quelle est la deuxième solitude? Il y a la solitude relationnelle, quand je suis tout seul, parce qu'il n'y a personne autour de moi et que je ne suis pas sur Zoom. Ça, c'est la solitude relationnelle. Et puis, il y a la solitude existentielle que je peux vivre même si je suis à côté de quelqu'un. Ou tout seul, hein. Ça va? Très bien, c'est parfait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Le temps que vous trouviez une autre question, peut-être. Est-ce que, alors, si on en vient à un moment revient à un moment donné à notre métier, est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu as pu observer ou réfléchir dans les conséquences, tu vois, sur la manière soit la manière d'exercer notre métier, soit les sujets qui arrivent en coaching ou en supervision. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu as Écoute, qui t'ont frappé ou qui t'ont marqué? moi, je ne sais pas si c'est une observation, mais moi, ce qui me frappe tout de même, c'est que je pense que les gens que nous accompagnons, ils ont besoin, peut-être plus qu'avant, ils ont besoin de notre solidité intérieure, donc de notre, ce que j'avais appris dans ma formation en 92, donc être OK dans le chaos. Donc, ils ont besoin de la part des accompagnants, des coachs, ils ont besoin d'une solidité intérieure, mais ils ont aussi besoin que l'accompagnant reconnaisse qu'il est vulnérable. Il y a le duo et on peut très bien faire les deux. Et donc, je n'ai pas de conseils techniques à donner ni de choses à dire sur l'exercice technique du métier, mais au niveau de la posture que nous avons, si on peut cultiver les différentes maturités dont je viens de parler, la maturité d'angoisse, la maturité de temps, la maturité de lien et de solitude, je pense on peut avoir cette stature, cette solidité, tout en acceptant et en montrant parfois que l'on est vulnérable et qu'on est, je dis souvent, c'est le seul domaine où on est en parité avec le client, c'est au niveau de la condition humaine. Tout le reste, on n'est pas en parité. Mais au niveau de la condition humaine, oui, on est en parité. Donc voilà ce que je pourrais dire au niveau du métier. Et dans quelle mesure tu penses que ce temps différent va nourrir justement notre pratique de coach? Ça, je ne sais pas dire. C'est une chance. Oui, c'est une chance, mais je sais pas dire. Qu'est-ce que tu penses de la solitude, de l'isolement, voire de l'enfermement aujourd'hui de beaucoup de gens qui travaillent à distance, du télétravail? Je n'en sais rien, c'est très vague si tu veux. Il manque le contact physique, j'écoutais ce matin à la radio, mais c'est des choses que tout le monde sait, mais c'est le fait de bouffer ensemble. Tu vois, donc c'est des choses qui manquent et qui font partie, mais là, on trouve ça avec la grille de reconnaissance de l'AT qui m'est familière, on voit très bien ce qui manque. Et dès qu'on pourra… donc je pense que les gens qui sont en télétravail, moi ce qui me soucie,
dans les gens qui sont en télétravail, c'est qu'il y en a qui ne veulent plus sortir de leur coquille. Ils se réfugient dans le retrait. Il y en a qui ont l'air attirés par le retrait, ils ne veulent plus revenir bosser. Ça m'embête. Ça m'embête. C'est pas bon, ça. Une autre question pour revenir sur la maturité. Pour toi, que va permettre le fait de cultiver la maturité? Je ne sais pas, c'est une question, bon, c'est un peu vague. Si tu veux, quelqu'un qui acquiert, pour moi, la maturité, quel que soit le domaine, donc c'est quelqu'un qui sait prendre du recul par rapport aux choses et qui va prendre de la distance. On pourrait presque dire dans notre jargon qu'il y a de la position méta sur, bon, sur un peu tout. Quelqu'un qui a de la maturité, c'est aussi quelqu'un qui sait qu'il n'est pas tout puissant. Et donc, bon, jour après jour, année après année, il se dépouille des oripeaux de toute puissance qui pouvaient lui rester. Et donc, quelqu'un qui a de la maturité, c'est quelqu'un qui est capable de vivre ces 3 temps du passé, du présent et du futur. Bon, c'est très gratifiant quand on arrive à cette espèce de maturité. Voilà ce que je pourrais dire. Merci François. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Oui, et du temps. Donc, bah, écoutez, je vous propose de mettre un petit mot, qu'on fasse comme on ne peut pas rouvrir les micros de tout le monde, de mettre un petit mot de fin, une pensée de fin, un petit mot pour François en conclusion de cette belle séquence, de ce beau voyage, parce que François, tu as toujours une façon de parler qui nous emmène dans une histoire et on se laisse porter par le ton, par ton rythme. Merci. Laissez que chacun laisse un petit message à François et puis on va rester, nous, Jérôme et François, un petit instant quand tout le monde sera parti et pour partager tout ça.